Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h sur Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mardi 22 février. Inflexible Kadhafi qui se dit prêt à se battre jusqu'à la dernière goutte de son sang. Il brandit même la menace d'un nouveau Tiananmen. Le déchaînement de violence subi par son peuple amène ce soir le Conseil de sécurité de l'ONU à se réunir d'urgence. La ferme condamnation de Paris n'empêche pas les critiques contre la diplomatie française de redoubler. Un groupe de diplomates baptisé Marly rejette dans une tribune publiée par Le Monde les échecs sur Nicolas Sarkozy. Jacques Chirac, star incontesté du Salon de l'Agriculture. Cette année encore, les bousculades ont également accompagné Gérard Larcher et Jean-Pierre Raffarin dans leur visite. Jean-Pierre Raffarin, notons-le, qui suggère au chef de l'État un remaniement pour sortir de la mauvaise passe actuelle. Et puis, Salon de l'Agriculture, toujours, la clé des champs, le rendez-vous que l'on vous propose de la porte de Versailles. Nous le retrouverons dans une vingtaine de minutes. Alors que des crimes contre l'humanité lui sont imputés désormais dans la répression des manifestations, le colonel Kadhafi est intervenu à nouveau cet après-midi à la télévision. Apparition beaucoup plus longue que la nuit dernière sous son parapluie, mais toujours aussi surréaliste dans un décor assez choisi. Et puis le livre vert à la main, Élisée Cardi. L'intervention a été minutieusement préparée. Après une semaine de répression sanglante, Mouammar Kadhafi s'adresse à son peuple. Toutes les nations africaines nous observent, tous les dirigeants du monde observent la Libye. Les manifestants servent le diable, ils veulent vous humilier. Kadhafi se cramponne à son siège, brandissant son livre vert, sorte de bible du régime. Il annonce qu'il restera le chef de la révolution libyenne et qu'il combattra jusqu'au dernier souffle, quitte à mourir en martyr. Accusant des espions étrangers de manipuler les foules et quelques jeunes de donner de la drogue aux manifestants. Le discours va durer près d'1 heure et demie dans un décor très choisi, celui du palais Baba Zizia de Tripoli, détruit par l'armée américaine en 1986 et devenu symbole de la résistance libyenne. Kadhafi se cramponne donc toujours à son siège. La fin d'une journée sanglante de plus qui avait commencé cette nuit par cette première allocution au parapluie, surréaliste, pour démentir son départ au Venezuela. Mais la situation de crise dans le pays franchit de nouveaux caps d'heure en heure. Les organisations internationales de défense des droits de l'homme parlent de centaines de morts, 62 rien que depuis dimanche, et la répression se fait de plus en plus dure. Les images sur place sont rares car les médias et Internet sont coupés. Mais les témoignages nombreux et concordants parlent toujours de bombardements aériens sur la population civile et de tirs à l'arme lourde. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunissait aujourd'hui sur la situation dans le pays. L'ONU, dont le haut commissaire aux droits de l'homme, a évoqué ce matin la possibilité de crimes contre l'humanité. Tunisiens et Égyptiens très nombreux en Libye tentent de quitter le pays. La France a envoyé 3 avions à Tripoli pour évacuer les Français qui sont moins d'1 millier sur place en temps normal, alors que François Fillon se dit horrifié par le déchaînement de violence. Au Bahreïn, nouveau rassemblement aujourd'hui de masse pour exiger la chute du gouvernement et l'instauration d'une monarchie constitutionnelle. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont défilé derrière les portraits des 7 victimes de la répression. Aucune présence des forces de l'ordre n'était visible. Et puis hier soir, cette fois à Rabat, au Maroc, la police a dispersé un groupe de manifestants qui voulaient organiser un sit-in après un appel lancé sur Facebook. Ils entendaient demander au roi plus de démocratie, d'égalité et de justice. L'Algérie, enfin, doit lever de façon imminente, apprend-on ce soir, l'état d'urgence instauré en 1992 pour lutter contre la guérilla islamiste. L'ordonnance est attendue, elle sera effective dès sa publication au journal officiel en Algérie. Dans cette période dominée donc par la révolution arabe, la ministre des Affaires étrangères est au Brésil. Mais Michèle Alliot-Marie ne reviendra pas avec le contrat des Rafales. Elle s'est vue signifier aujourd'hui que le choix de l'armée de l'air brésilienne est reporté pour des raisons budgétaires. 2 autres ministres ont été chargés de renouer la confiance avec la Tunisie en déplacement à Tunis, Christine Lagarde et Laurent Wauquiez, qui ont promis l'aide de la France. Le malaise diplomatique alimente le débat politique. Mounir Soussi. Le printemps arabe éclaire de manière crue le visage de la diplomatie française. La réserve de Paris face à ce vent de liberté et l'aveuglement de la ministre des Affaires étrangères écornent l'image de la France dans la région.
Symbole du malaise, Michel Alliot-Marie est aujourd'hui au Brésil, pendant que Laurent Wauquiez et Christine Lagarde tentent au même moment de resserrer les liens avec Tunis. En Tunisie, le nouvel ambassadeur est au cœur d'une nouvelle tempête médiatique. La diffusion d'une ancienne interview où il défend la politique du colonel Kadhafi sème le trouble. Boris Bouillon, ou le symbole d'une nouvelle génération de diplomates. Nicolas Sarkozy est un avocat d'affaires et qu'il traite les affaires diplomatiques de la France comme il traiterait des affaires en tant qu'avocat. Il ouvre un dossier, il traite le dossier, il ferme le dossier, il range le dossier. Dans le cas Florence Cassé, le mélange des genres pénalise l'action diplomatique et quand des questions de politique intérieure s'invitent sur la scène internationale, la stratégie se révèle contre-productive. Le fait qu'il y ait des liaisons entre la politique intérieure et la politique extérieure n'est pas une anomalie, mais c'est dans la plupart des cas regrettable, parce que ça ne tient pas compte toujours, comme il faudrait, et à plein, des données de la situation internationale. Ces incohérences brouillent le travail des diplomates sur le terrain et certains commencent à s'en inquiéter publiquement. Et parmi les prises de position du jour, Ségolène Royal qui juge urgent de réagir. Bernard Debré, député UMP, met lui en cause sur publicsénat.fr non seulement Michel Alliot-Marie, mais aussi la cellule diplomatique de l'Élysée. À noter que Bernard Debré n'est pas opposé à l'idée d'un remaniement ministériel, une idée qui a été lancée ce matin sur Europe 1 par Jean-Pierre Raffarin pour relancer l'action du gouvernement après les élections cantonales, a précisé l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac. Autre élément dans ce débat, la tribune du groupe baptisée Marly est publiée ce soir par Le Monde. Bonsoir Mickaël Zamès. Bonsoir Michel. Le titre de cette rubrique résume tout. On ne s'improvise pas diplomate. Oui, et c'est bien Nicolas Sarkozy qui est visé dans cette tribune. Voilà pour le ton. En tout cas, ils choisissent l'anonymat, non pas pour se cacher derrière leurs petits doigts, mais tout simplement par devoir de réserve. Tout comme les militaires du groupe Surcouf qui s'en étaient pris au choix de Nicolas Sarkozy. Alors pourquoi les Marly? C'est tout simplement le nom de ce café tout proche du musée du Louvre où ils tenaient leur réunion. Ils sont près de 50, presque tous en activité. Ils disent trouver là la vie partagée par un ensemble des membres du Quai d'Orsay. Et viser, pour commencer, la politique du président de la République, la politique dite spectacle. Les mises en scène présidentielles qui ne fonctionnent plus, la dernière en date, la présidence du G20, la présidence européenne, un échec, l'Afrique qui nous échappe, et cette union méditerranée tant voulue par Nicolas Sarkozy, lancée, disent-ils, sans préparation malgré les mises en garde du Quai d'Orsay. Et pour l'Élysée, il faut donc trouver des excuses ou peut-être des coupables. Les diplomates seraient donc les fusibles, tout trouvé. Pas question pour le groupe Marly de tendre l'autre joue. Michel, un acteur majeur, est dans le viseur. Il s'agit de Claude Guéant, l'éminence grise de la diplomatie, à la fois le monsieur Afrique et sans le dire, en fait, le ministre des Affaires étrangères. Nous sommes à l'heure des préfets qui se piquent de diplomatie, écrivent-ils, des réseaux qui représentent les intérêts privés et des visiteurs du soir omniprésents. Ils frappent très fort. Notre politique étrangère est placée sous le signe de l'improvisation. C'est un vrai coup de gueule qui cache en fait une vraie déception. Ceux qui voulaient, après Bernard Kouchner, un espoir, voire un nouveau souffle, eh bien ils ont eu Michel Alliot-Marie et pour eux, c'est encore une fois presque une désillusion. Merci Mickaël. Donc cette tribune est publiée par Le Monde ce soir. On ne s'improvise pas diplomate. À noter que la France, je vous le disais il y a un instant, avait décidé d'envoyer 3 avions à Tripoli pour rapatrier les Français sur place. On apprend à l'instant que l'un de ces 3 appareils n'a pas pu atterrir et a été dérouté sur l'île de Malte. Invité du 19h, Jean Guinel, bonsoir. Bonsoir. Spécialiste des questions de défense. Et vous racontez dans ce livre, publié il y a quelque temps, Armes de corruption massive, vous racontez avoir accompagné la ministre de la Défense à l'époque, Michel Alliot-Marie, à Tripoli. Et ce qui vous avait marqué, évidemment, c'est d'abord le décor autour du guide suprême. Le décor, on en a vu un il y a un instant, il l'avait bien choisi pour sa nouvelle allocution télévisée. Les ruines de sa résidence qui avait été bombardée par les Américains, vous l'avez vu dans son blocos. Alors c'est un drôle d'endroit. On rentre après plusieurs... ce qu'on appelle des bastion walls, c'est-à-dire des murs de terre, des murs de béton, et puis derrière tout ça, il y a un régiment de chars, et derrière, il y a son bureau, qui est un grand bureau, joli bureau en bois, avec une bibliothèque remplie de livres reliés en verre, et lui est resté comme un bout de bois pendant un quart d'heure, debout,
comme une statue de cire à attendre que Michel Alliot-Marie rentre dans son bureau. Et vous racontez dans ce livre, la première question à Michel Alliot-Marie fut pour son compagnon. Oui, il demande des nouvelles de Patrick Ollier et il dit parfois c'est un vrai Africain. Est-ce que selon vous, ce soir, Kadhafi peut échapper à la vindicte de son peuple? Il n'y échappera visiblement qu'en tirant dans la foule, ce qu'il paraît tout à fait décidé à faire. On a déjà vu des répressions de ce type se produire à une autre époque que vous avez connue, du temps de Budapest, du temps de la guerre froide, dans les années 50. On est avec un homme d'un autre âge, dans une autre époque. C'est totalement rétif à quelque idée démocratique que ce soit. C'est la kleptocratie pour sa famille et la répression pour les autres et la pauvreté. Est-ce qu'il est homme à fuir? Le problème surtout, c'est où peut-il aller? Est-ce qu'il a un avion pour traverser un océan? Est-ce qu'il a, vous savez, c'est pas si évident. Moi, je pense qu'il ou bien il remporte ce bras de fer temporairement, ou bien il disparaît englouti comme. Alors, on l'a beaucoup fait passer pour un bouffon ces dernières années. Là, il nous rappelle qu'il n'avait jamais abandonné sa tunique de tyran. C'est sûr, il a certainement des côtés bouffons, mais c'était un bouffon très très riche que tous les pouvoirs occidentaux ont courtisé jusqu'à ces dernières semaines pour lui vendre tout ce qu'il y avait à vendre, des armes, des routes, des bateaux, des avions. Est-ce que selon vous, dernière question, Jean Guinel, aujourd'hui l'Occident est rattrapé par son aveuglement et sa complaisance passée? Je crois que c'est différent que des hommes comme cela, on peut éventuellement discuter avec eux, faire du commerce avec eux. Le problème, vous le savez très bien, c'est si on ne discute et si on ne vend qu'à des démocraties, on ne vend à personne. Ségolène Royal demande une enquête parlementaire sur les ventes d'armes à la Libye. Si on la suit et si on vous lit, il faudrait remonter très loin dans le temps. Elle va redécouvrir ses amis socialistes qui ont ouvert les vannes des négociations à partir de 2001. Et quand Lionel Jospin est arrivé en 2002, à ma connaissance, les discussions discrètes se sont poursuivies jusqu'à la normalisation. Jean Guinel, merci. Également dans l'actualité, notez-le aujourd'hui, un juge d'instruction va enquêter sur les sondages de l'Élysée donnés sans appel d'ordre à une société dirigée par le journaliste Patrick Buisson. Une information judiciaire a été ouverte. Et puis le salon de l'agriculture avec un Jacques Chirac en vedette aujourd'hui, mais Gérard Larcher et Jean-Pierre Raffarin étaient aussi de la fête. Reportage Flora Sauvage. 11h30 ce matin au Salon de l'Agriculture. Journalistes et supporters attendent la star du jour. Jacques Chirac fait son entrée avec quelques minutes de retard. Malgré ses 78 ans, l'ancien chef de l'État reste fidèle au Salon de l'Agriculture. À 2 semaines de l'ouverture de son procès dans l'affaire des emplois présumés fictifs de la mairie de Paris, l'ancien président garde une popularité intacte auprès des agriculteurs. J'ai fait le salon depuis 1986 et donc j'ai rencontré tous les politiques, aussi bien dans tous les ministres de l'Agriculture, voilà. Et j'avais toujours dit à Monsieur le Président, quand vous arrêterez votre mandat, moi je m'en irai. Mais c'est comme, je suis comme lui, c'est plus fort que moi. Un salon d'agriculture, une année sans le faire, je crois que j'en serais malade, bien sûr. À quelques pas de là, le président du Sénat fait la tournée des stands. 6 mois avant l'élection sénatoriale, le Salon de l'Agriculture est un passage obligé pour Gérard Larcher, ancien vétérinaire. J'oublie pas mes racines vétérinaires et d'un côté producteur, mais eux c'est la Montbéliarde, l'abondance, la tarine, oui. Moi, c'était plutôt la vache normande. Mais nul n'est parfait. Hein. Pour l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, le Salon de l'Agriculture est un rendez-vous incontournable. C'est une France qu'on aime. Ça ressemble assez au Sénat. On est de droite, on est de gauche, mais on se respecte. On est tous ensemble. C'est une forme de convivialité française. Et c'est un peu ça le Salon de l'Agriculture. Mais au beau milieu des hommes politiques, au Salon de l'Agriculture, on pouvait aussi croiser aujourd'hui Geneviève de Fontenay et sa dernière reine de beauté. Demain, ce sera Martine Aubry, la patronne du PS, qui se rendra porte de Versailles. Et avec nous, Jean Bizet, bonsoir. Vous êtes sénateur et président UMP de la Commission des Affaires européennes du Sénat. Vous êtes déjà allé au salon, vous vous apprêtez à y aller? J'étais avec le président Larcher ce matin. Et peut-être à y retourner, allez savoir dans les jours qui viennent. Le salon connaît l'affluence, vous avez pu le constater, cela malgré la campagne de France Nature Environnement. Comment est-ce que vous avez reçu les affiches, notamment celles contre les OGM, hein, l'épi de maïs comme un pistolet sur la tempe? Oh, ça fait partie des provocations habituelles de France Nature Environnement.
Très bien. Bon, aujourd'hui, on apprend que le combat sur les OGM, qui est censé se relancer, s'enrichit d'un nouvel épisode. Les ONG dénoncent la porte ouverte à la contamination avec les nouvelles mesures européennes. Un seuil de contamination est désormais toléré à 0,1%. Écoutez, c'est un feuilleton qui n'a pas fini de nous animer pendant des années. Ça fait 10 ans que je travaille sur le sujet. Bon, moi j'ai désormais le calme des vieilles troupes sur cette affaire. Regardons malgré tout ce qui se passe au niveau international. Les biotechnologies, je l'ai toujours dit, doivent s'appréhender dans le droit fil de l'évolution de la sélection variétale. Oui, alors l'Europe importe, il faut le rappeler, des millions de tonnes de soja, de maïs. Vous aimeriez que ces plantes OGM soient produites sur le sol européen, vous? Moi, j'aimerais que les agriculteurs français ne soient pas, à terme, en distorsion de concurrence avec leurs partenaires des pays tiers, avec les agriculteurs américains. Voilà ce que je souhaite, c'est tout. Je ne suis pas un ayatollah. C'est énorme. Vous voulez des cultures OGM sur le sol européen? Pas du tout. Je ne suis pas du tout un ayatollah des OGM. Je n'ai pas dit ça, mais... Je suis tout à fait conscient qu'il faut faire très attention, si vous voulez, à ce dossier. Mais j'ai plutôt la faiblesse de croire les scientifiques que, précisément, les ONG. Très bien, et notamment cette association France Nature Environnement. Voilà. Jean Bizet, la question des prix est essentielle aujourd'hui pour les éleveurs, pour les paysans. Ils veulent que le prix payé par les consommateurs soit indexé sur les matières premières agricoles. C'est notamment la proposition de la FNSEA. Vous la soutenez? Écoutez, il n'y a rien de choquant à ce que les agriculteurs puissent vivre décemment de leur métier. Et quand vous avez une augmentation des matières premières, notamment des céréales, vous devinez que le prix du kilo de viande, forcément, doit monter. Alors, le problème, est-ce que ça doit se répercuter directement dans l'assiette du consommateur, ou bien, tout simplement, ce que moi j'ai toujours souhaité, et c'était la mission de la loi LME, la loi de modernisation de l'économie, eh bien qu'il y ait un juste partage de la valeur ajoutée, en d'autres termes, que la grande distribution fasse un effort sur le sujet. Qu'il y a des marges pour encaisser les hausses des matières premières. Voilà, exactement. Et donc sur la chaîne, si vous voulez, de partage de la valeur ajoutée, je souhaite véritablement que la contractualisation, qui est désormais, qui était au cœur de la loi LMA, loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche, aille précisément non seulement de l'agriculteur au transformateur, mais aille jusqu'au distributeur. Je crois que avec les différents observatoires, avec les différentes actions qui ont été mises en place, on n'échappera pas à ce sujet à terme. Dernière question, Jean Bizet, la politique agricole commune, c'est un soutien aujourd'hui pour les agriculteurs français. Est-ce que c'est une menace pour demain, avec la réforme en 2013? Écoutez, je crois qu'il est très clair que la politique agricole, après 2013, est plus que jamais une politique d'avenir, une politique stratégique. Ça veut dire que nous devons défendre, nous, la France, avec les pays, le maximum de pays, eh bien, le maintien d'un budget. C'est aujourd'hui 56 milliards d'euros. C'est 0,4% du produit intérieur brut des 27 États membres. C'était 70% du budget communautaire il y a une cinquantaine d'années. C'est aujourd'hui 40%. C'est raisonnable, mais ne baissons pas davantage. Merci Jean Bizet. À suivre justement l'épisode 2 de La Clé des Champs. On reste au Salon de l'Agriculture avec Caroline Deschamps. Bonsoir à tous. Je vous ouvre les portes du 48e Salon de l'Agriculture avec La Clé des Champs. Une petite partie de campagne à Contralé pour vous faire partager un autre regard sur le monde agricole. Avec la question clé du jour, la femme
femme est-elle l'avenir de l'homme en agriculture? Vaste question. Une chose est sûre, le nombre d'agricultrices est en constante augmentation. Près d'un quart des exploitations sont aujourd'hui gérées par des femmes. Fini le temps où elles n'étaient que les femmes de leurs agriculteurs de mari. Elles souhaitent maintenant faire entendre leur voix et participer activement au développement du monde rural. Nous allons tout de suite aller à la rencontre d'une éleveuse de vaches à viande. Nous sommes avec Martine Jardin qui est éleveuse de vaches à viande. Bonjour. Bonjour. Vous êtes de quelle région? Je suis de la Sarthe, Brûlon, exactement. Et vous élevez quel type de vache à viande? Race limousine, comme celle-ci. Et donc vous êtes un peu minoritaire. Est-ce que c'est un milieu de macho? Un petit peu. Bon, enfin moins maintenant, quoi. Les mentalités ont évolué, c'est-à-dire que la femme, elle va autant décider que son époux, pareil. Donc nous on travaille tous les deux sur l'exploitation, donc on fait encore bien chacun nos décisions, chacun notre travail, quoi. Lui, il va faire peut-être plus tout ce qui est récolte, et puis moi je vais rester plus à la maison administrative à un moment donné, mais je peux pas m'en empêcher moi d'aller voir aux bêtes. Pour moi c'est un besoin. Et vous arrivez à concilier votre vie d'éleveuse, de femme et de maman? Oui. Oui. On a un temps pour tout. Femme, oui, j'aime bien sortir, j'aime bien être coquette. Quand je suis sortie, je vais être plus coquette. Quand je suis à la ferme, ben voilà, j'enfile mon jean, mon pull, mes bottes, et puis allez, c'est parti. J'ai autant envie d'être une femme de ville que de campagne, quoi. Bonjour, vous êtes éleveuse? Oui. De limousine? De limousine, oui. Vous êtes un peu un cas à part, il n'y a pas beaucoup de femmes dans votre secteur? Malheureusement, mais enfin, on est quelques autres femmes. Bon, mais moi, je suis quelqu'un qui suis passionnée depuis ma plus tendre enfance dans ce métier de sélectionneur. Mais est-ce que c'est pas un milieu un peu macho? Non. Alors pourquoi il y a... D'accord. C'est très difficile pour une femme. Les tâches qui incombent quotidiennement sont quand même compliquées. C'est-à-dire, vous pouvez nous décrire un peu le métier? En ce qui me concerne, moi je m'occupe autant des vaches que du matériel. Conduire un tracteur, faire les foins, amener les bennes à l'ensilage. Il faut être capable de faire un peu tout, plus le travail de la maison, la comptabilité, tenir sa maison propre, enfin je veux dire... Donc c'est vrai que ça peut poser problème à certaines dames, tout ça. Vous avez vu, vous, une certaine féminisation du métier où ça reste, les femmes finalement restent globalement minoritaires? Elles sont de plus en plus minoritaires et d'autant plus... De plus en plus? Oui. Il y en avait plus avant? Je pense, parce que dans les familles avant, la femme d'exploitante travaillait sur l'exploitation. Aujourd'hui, la plupart des femmes travaillent à l'extérieur. Les fermes ne permettent plus de rémunérer le couple entier. Bien souvent, malheureusement, c'est la femme qui fait vivre le foyer. Vous êtes marié, vous, ou pas? Oui. Et votre femme, elle travaille avec vous? À l'extérieur. À l'extérieur. Et pourtant, les femmes d'extérieur aussi. Les filles d'exploitants agricoles, pourtant. Et elle a fait un cursus agricole. Dans l'agriculture a beaucoup changé depuis 50 ans. C'est le fruit de lutte et de groupes de femmes qui ont œuvré pour faire abattre les préjugés et faire sauter les verrous. Le réalisateur Daniel Vigne, dans un documentaire intitulé Femmes en campagne, diffusé sur Public Sénat, est allé à la rencontre de femmes agricultrices. On y fait la connaissance de Madame Lacombe qui raconte le quotidien des femmes agricultrices dans les années 60. Regardez. C'était de tradition que le fils se mariait, la jeune femme arrivait et elle arrivait dans la maison où on ne changeait rien. Elle avait juste le droit d'apporter sa force de travail en plus, c'est tout ce qu'on attendait d'elle.
Alors si elle mettait des enfants au monde, eh bien, c'était sa belle-mère qui gardait les jeunes enfants de tant qu'elle allait aider le mari au champ. Et la belle-mère était très contente de le faire parce qu'elle-même n'avait pas élevé ses propres enfants. Vous voyez, on sautait toujours une génération. Mais alors ça, nous nous sommes battus contre ce phénomène parce que c'était ne pas vivre son couple, c'était ne pas vivre sa vie de famille réellement. Daniel Vigne, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur de fiction, mais aussi de documentaires. Vous avez réalisé Femmes en campagne, qu'on a diffusé sur Public Sénat. Justement, sur le quotidien des femmes, quel changement vous avez vu donc, entre la fin des années 70 et aujourd'hui? Alors, il y a eu une grande révolution silencieuse dont parle ce film. Les femmes se sont battues contre le patriarcat. Elles sont sorties de la cohabitation avec les beaux-parents, les parents. Elles ont voulu une indépendance et puis surtout des compétences. Elles se sont affirmées en tant que professionnelles et ça a été une révolution à partir des années 60 où il y a eu une loi de l'agriculture qui leur permettait cette émancipation. Et qu'est-ce que vous avez pu constater aujourd'hui sur les jeunes femmes qui sont agricultrices? Alors maintenant, les jeunes femmes, elles sont fortes de tout ce qui s'est passé et elles dirigent leurs exploitations, elles dirigent leur mode économique. Souvent, le mari fait un autre métier, ou s'il est aussi dans l'exploitation, il s'occupe d'autre chose. Beaucoup de femmes s'occupent des brebis, des moutons, avec vraiment plus rien ne les distingue d'une femme urbaine. Je suis maintenant en compagnie de Fabienne Joly, qui est vigneronne en Provence. Bonjour. Bonjour. Vous faites ça depuis combien de temps? Vous êtes rentrée dans le métier quand précisément? Toujours plus ou moins flirté avec le métier parce que je travaillais souvent avec mes parents l'été et je me suis... Donc vos parents étaient... Mes parents étaient... Le domaine a toujours été dans la famille depuis 1936. Mon père est venu un peu plus tard, il était dans les négoces en matériaux avant, et puis il est venu, il a construit la cave en 1986. Et moi j'ai plus ou moins toujours travaillé avec eux l'été, pendant les vacances, et je me suis installée définitivement avec eux en 1997. Et alors c'était un métier qui était plutôt un métier d'homme. Comment vous expliquez que les femmes soient attirées par la vinification et par le vin? La vinification, c'est quand même quelque chose de pointilleux. Et c'est quand même pas quelque chose de difficile. La vinification, c'est pas quelque chose de... C'est physique un petit peu, mais c'est pas quelque chose de difficile. C'est vraiment, je veux dire, il faut compter, il faut surveiller. Donc c'est quelque chose qui tient un peu ce côté méticuleux et ce côté féminin que nous avons, qui est un peu intransigeant. Quelle qualité il faut pour être une bonne vigneronne? Je pense qu'il faut être très passionné, en avoir réellement envie. Et surtout, prendre beaucoup de plaisir. Je suis maintenant avec Lydie Bourdet, qui est éleveuse de chèvres en Angora. Bonjour. Bonjour. Et alors, vous faites ce métier depuis combien de temps? En fait, ça fait 6 ans que j'ai mes chèvres et ça fait 5 ans que je vends mes produits. Donc, à la fois, il faut être producteur-éleveur et à la fois vendeur, puisque en fait, nous, on élève nos animaux, on les fait tondre 2 fois par an par un tondeur spécialisé et ensuite, on trie leur toison en fonction de l'âge et de la finesse de l'animal. Parce qu'en fait, les bébés nous font les chaussettes et les mamans les plaident. C'est quoi la spécificité des femmes dans ces métiers, on l'a dit, qui étaient quand même durs, pénibles? C'est vrai qu'à la fois, c'est un métier qui nous demande beaucoup d'énergie et qu'il faut concilier beaucoup de choses, aussi bien le côté familial que le côté animal qui n'est pas évident parce que les animaux, c'est pas comme des végétaux, on les prend pas, on les repose pas. Par contre, c'est vrai que c'est, moi je dis, un accomplissement, et une joie parce que justement, ça nous permet à la fois d'être avec nos enfants, avec nos animaux et c'est vraiment quelque chose qu'on transmet. C'est des racines, c'est quelque chose qu'on a et qu'on retransmet à nos enfants et ça, c'est exceptionnel. Agricultrice, c'est un métier de passion et bien souvent les femmes font bouillir la marmite. La Clé des Champs referme les portes du salon pour aujourd'hui, mais rendez-vous demain, même lieu, même heure pour un nouvel épisode ou quand les politiques tiennent salon.